Bienvenue à ce débat du dimanche, un tremplin pour savoir ce qui se passe dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. RDC, la ville de Goma et de Saké sous contrôle du M23. L'insurrection va même jusqu'à exiger un dialogue direct avec Joseph Kabila. Ouvert ce week-end à Kampala, le sommet des chefs d'État des Grands Lacs s'est achevé sans avancée notable. Dans les rues de Saké, plus hommes qui vivent, ou presque. Juste des hommes en armes, les rebelles du M23, maîtres incontestés de la bourgade. Les rares civils restés à Saké constatent les dégâts, les stigmates des combats à l'arme lourde de jeudi dernier. Il est explosé. Loin du champ de bataille, de l'autre côté de la frontière en Ouganda, un sommet de la dernière chance. Tous ici sont des personnalités clés de la crise en RDC. Joseph Kabila, le président congolais. Présent également, Jean-Marie Runinga, le chef de la rébellion du M23. Un seul brille par son absence, Paul Kagame. Le président rwandais soupçonné de soutenir la rébellion en sous-main a préféré rester à Kigali. Qu'importe, la réunion a commencé par un ultimatum. Les rebelles ont 48 heures pour s'y plier. Le M23 doit arrêter de poursuivre la guerre, doit arrêter de vouloir renverser un gouvernement élu. Deuxièmement, le M23 doit cesser ses activités belliqueuses. Troisièmement, le M23 doit se retirer de ses positions actuelles qui sont stratégiquement importantes et se retirer à 20 km de Goma. Pas de réaction pour l'instant de la délégation rebelle à Kampala. Sur le terrain, en revanche, les soldats du M23 n'ont pas l'air de vouloir battre en retraite. À l'extérieur de Saké, ils ont fait main basse sur une importante cargaison d'armes des soldats loyalistes et ils savent quoi en faire. C'est une grande victoire militaire. Avec cet arsenal ici, nous sommes capables de combattre pendant même 5 ans sans reculer. Pas question de déposer les armes tant que Joseph Kabila ne négocie pas avec eux. Petite lueur de sortie de crise, à Kampala, le gouvernement congolais a fait savoir qu'il serait prêt à écouter, évaluer et prendre en compte les revendications légitimes des rebelles. Alexis Kalambiri, elle vous inspire quoi, les prises de Goma et de Saké par le M23? Bon, il y a deux faits à analyser sous les deux angles. Hein. Premièrement, du côté gouvernemental, je trouve dommage que le gouvernement ait refusé les négociations. Parce que, bon, on ne va pas dédouaner une rébellion, hein, mais au moins pendant longtemps, ils ont réclamé des négociations, à la limite des assises, parce qu'ils ont dit qu'il faut impliquer l'opposition, il faut impliquer la société civile, il faut impliquer tout le monde pour de vrais débats. Donc, je pense que c'était une occasion. À la limite, c'est un SOS qui était lancé au gouvernement. Parce qu'il n'y a pas une gouvernance, mettons-nous ensemble pour discuter, pour mettre quelque chose sur place. Bon, ça manquait. Maintenant, du côté de la rébellion, je pense que aller peut-être jusqu'à sacrifier des vies humaines pour telle revendication et à la limite pour des intérêts inavoués encore, je pense que bon, il y a une réflexion qui a manqué, quoi. Kamara, est-ce que ces victoires du M23 sont le signe d'une armée, d'un État en déliquescence, puisqu'ils étaient annoncés depuis très longtemps aux portes du Goma, finalement ils s'y sont entrés. Est-ce que c'est le signe d'une armée, d'un État en déliquescence? Oui, pour moi c'est évident, il y a un problème clair d'État au Congo, en RDC. On sait que depuis la chute de Mobutu, la débâcle de Mobutu attaquée justement par les troupes de Kabila a révélé la faiblesse de cette armée du Congo. Et je crois que ça ne s'est pas arrangé depuis que le fils Kabila est arrivé au pouvoir. Mais moi j'ai envie de relever beaucoup de similitudes avec la situation au Mali justement, parce que on a justement un vaste territoire qui est difficilement contrôlable. C'est le cas pour les deux pays. On a également un État faible, avec une légitimité discutable pour le pouvoir en place. On se rappelle les élections d'il y a quelques mois. Également une armée, on vient de le dire, mal formée, mal équipée, et qui se retire, qui fuit quasiment sans combattre, et en abandonnant les armes à l'ennemi. Et vous avez enfin, je dirais, une influence des pays voisins, qui sont... Qui dans le rôle du Rwanda? Non, mais il n'y a même pas de comparaison possible. Mais tout ce que je viens de dire est comparable. On ne peut pas contester. On va laisser Kamara terminer. Juste après, Alexis va répondre. Il faut dire qui joue le rôle du Rwanda dans le cas malien.
il y a aussi une autre similitude, une rébellion sur une base ethnique. Donc il est clair que les gens du M23 sont des Congolais d'ethnie Tutsi, ethnie qui est majoritaire dans le pays voisin qui est le Rwanda et qui a des problèmes diplomatiques, géopolitiques avec le Congo. Pour répondre à la question d'Adam Thiam, je sais pas, mais on peut dire que les rebelles maliens ne se seraient pas installés avec autant de facilité, incrustés avec autant de facilité, si on leur facilitait pas le ravitaillement, les soins lorsqu'ils sont blessés, etc. Dans les pays voisins. Maintenant, c'est à vous de faire l'éduction. Serge et Adam vont intervenir. Oui, juste le temps de faire Alexis qui n'est pas d'accord. Si vous voyez, Goma, c'est à 200 km du Rwanda. C'est vraiment la frontière. Alors, si vous faites le trajet par la route, mais vous serez, c'est différent. Vous quittez un pays, je dirais, développé pour tomber dans la brousse, alors que le Congo est 100 fois plus riche. Mais le problème du Congo ne date pas de la chute de Mobutu. Le problème du Congo part de Mobutu, parce que, franchement, ce pays n'a jamais été un État. Les dirigeants ne se sont jamais souciés de créer une nation. C'est le pays où vous avez le plus de fonctionnaires riches en millions de dollars, s'il vous plaît. Et non, il n'y a pas de similitude possible parce que il n'y a jamais eu volonté de qui que ce soit au Congo de vouloir. Ouais. On a le même problème d'État. L'État n'est pas présent dans beaucoup de parties du territoire malien. Oui, donc rien que sur ça, à un moment il y a donné, mais au Congo, ça a été de tout temps. D'accord, oui, on aura le temps de venir dessus. Voilà, je voulais observer que l'histoire se répète malheureusement. La première fois en tragédie et la deuxième fois en comédie. Kabila fils à l'époque était probablement plus jeune, mais déjà son père est rentré dans la capitale Kinshasa de la même manière, soutenu par les pays voisins. Le véritable problème dans cette zone, qui est valable ailleurs, ce sont les frontières. C'est-à-dire que quand vous avez les mêmes communautés le long de deux frontières, l'un des dirigeants des deux pays a toujours l'intention de s'appuyer sur une communauté pour combattre l'autre pays. Ce qui se passe aujourd'hui, disons les choses brutalement, Adam Thiam, qu'on reconnaît à peine avec ses nouvelles lunettes, parlait tout à l'heure du Rwanda. La position du Rwanda est très importante. C'est Kagame qui est derrière ce qui se passe aujourd'hui. Comme il y a 10 ans, 5 ans, il était derrière ce qui se passe aujourd'hui. Adam Thiam. Le Rwanda n'était jamais véritablement partie de la RDC. Kabila père est pas une créature, mais c'est une sous-traitance du Rwanda. Et le M23 est une dissidence de l'armée de la RDC qui elle-même était constituée par les troupes de Laurent Désiré Kabila. Et donc le problème, moi je suis d'accord un peu avec Camara, c'est-à-dire que c'est quand même étonnant que le plus grand État, l'un des États les plus riches d'Afrique, se retrouve dans cette situation sans armée et puis en train de capituler devant une rébellion assez petite. Et d'ailleurs Laurent Fabius qui même s'était un peu étonné en disant mais c'est étonnant, l'ONU a 17 000 hommes au Rwanda et le M23 est un petit mouvement, soit il y a un problème de mandat de l'ONU, un problème de mandat, soit effectivement il y a des complicités extraordinaires. Et dans le cas de la RDC, il est évident que le Rwanda est derrière. Mais ce qui est différent maintenant, c'est que ce n'est plus l'administration Clinton qui a fermé les yeux sur les exactions du Rwanda. Obama est totalement contre. D'ailleurs, il n'a jamais été en bon terme avec le Rwanda. Et vous venez d'entendre Ban Ki-moon qui a donné un ultimatum pour le MP23 de quitter. Okay. Moi, je voulais ajouter que, si vous permettez rapidement, je ne soutiens pas du tout la rébellion, mais en RDC, il y a quand même un problème de gouvernance. C'est-à-dire que Kabila fils s'est montré, permettez l'expression, je le dis brutalement, carent, qui est insuffisant. Il n'a pas rassemblé davantage les Congolais. Je voulais quand même dire que c'est probablement également ce qui a favorisé le terreau sur lequel s'est greffé cette rébellion. Indiscutable. Ok. Voilà. Est-ce que c'est... Ouais, allez-y, Kabara. Oui, non, juste pour continuer dans le sens des comparaisons, là où il y a une différence majeure entre ce qui se passe au Congo et au Mali, c'est sur le traitement de la crise par les pays voisins et par la communauté internationale. Dans le cas du Congo, on a entendu Madame Zouma
président de la commission de l'UA et les chefs d'État réunis à Kampala, dire clairement il faut que le M23 sorte de Goma, retourne dans la forêt et à partir de là, on négocie sur la base de revendications dont certaines peuvent paraître légitimes. Dans le cas du Mali, on n'a jamais dit ça, on n'a jamais entendu ça. On nous demande de négocier avec des gens à qui on ne demande jamais, à aucun moment on a demandé au MNLA, Ansardine ou au Mujao de quitter le territoire qu'ils ont conquis et qui est le territoire du Mali. Adam qui veut ajouter quelque chose. Moi, je pense que à la décharge de l'Union africaine, ce qu'il faut reconnaître qu'elle a fait cette fois-ci, c'est vraiment sur la rébellion malienne qu'elle a été le plus vocale et très très tôt. Vous vous rappelez le 21 mai, le Conseil de paix et de sécurité qui s'est réuni à Bamako, c'était très très clair. Donc c'est l'Union africaine qui était la première organisation à rejeter la déclaration d'indépendance. Mais ce qui se passe après, c'est un retour au statut hanté. On dit non, on n'est pas d'accord, mais on leur demande pas de retourner d'où ils viennent. Oui, il y a un problème à ce niveau, hein, c'est-à-dire même au niveau de l'ONU, parce que quand le MNLA a déclaré son indépendance, il l'a déclaré contre un État aux frontières reconnues. Et donc, oui. Okay. Aujourd'hui, le M23 est à Goma et Saké. Alexis, est-ce qu'il faut envisager que le mouvement aille jusqu'à Kinshasa, ou bien pensez-vous que Goma et Saké sont des destinations finales? Bon, logiquement, avec 3000 hommes, c'est évident qu'il ne peut pas progresser tout de suite, même si un retrait également sous 24 heures semble difficile pour 3000 hommes, mais ils n'ont pas le moyen de faire plus pour le moment. Et je doute également qu'ils acceptent d'abandonner pour des négociations. En ce moment, ils n'auront plus de force pour pouvoir négocier. Moi, je pense que le tout dépendra de la pression, des pressions qui vont s'exercer sur le Rwanda. Absolument. Je pense que si on demande au Rwanda d'arrêter la rébellion, ça devrait être faisable, sur des pressions internationales et précises, les choses peuvent s'arrêter là. Mais je ne suis pas, là où je pense pas qu'on ait besoin de 3000 hommes pour rentrer à Kinshasa, à l'heure actuelle, même avec 1 millier de personnes, vous rentrez facilement à Kinshasa, il suffit d'avoir des armes, il suffit d'avoir des dispositions, ils peuvent le faire. Surtout qu'à l'intérieur de l'armée congolaise, il faut pas oublier que vous avez à Kinshasa et aux environs, vous avez les partisans d'un certain Bemba qui peuvent être tentés de rejoindre, de rallier cette rébellion-là. Okay. C'est trop loin. La situation de Kinshasa, c'est trop loin. Je veux dire que non loin de Kinshasa, avoir peut-être une nouvelle rébellion. D'autres foyers. Parce qu'il y a d'autres foyers. Mobutu est parti sur une conspiration de la communauté internationale et surtout sur un lâchage américain. Sinon, c'est trop loin pour n'importe quelle rébellion d'atteindre la capitale. Ceci dit, effectivement, il y a des foyers de mécontentement qui peuvent être fédérés à Kinshasa déjà contre un régime qui a été très très mal élu. Ok. Il y a beaucoup d'incohérences au sein même de l'ONU. C'est vrai que le Rwanda est membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, mais il y a des rapports onusiens qui incriminent, qui citent nommément le Rwanda. On ne voit pas beaucoup le paradoxe. Il est membre non permanent du Conseil de sécurité. En même temps, il est nommé, il est régulièrement cité. Et pour aller plus loin, il me semble qu'il prend la présidence du Conseil de sécurité à partir de janvier 2013. Il y a effectivement une conspiration, c'est connu. C'est un pays immensement riche qui n'a aucune législation minière de quelque nature que ce soit. C'est-à-dire, vous avez... Là, vous parlez du Congo. Oui. Donc, chaque petit dignitaire a sa main mise sur un minerai, sur une zone. Mais comment expliquer l'hégémonie du petit Rwanda sur cette zone-là? C'est un pays plus organisé. Voilà. Il a un chef d'État redoutable. Sinon, il y a les forces des Nations Unies qui sont là, à Goma. Et Goma a été pris sous leur nez, à leur barbe, il n'y a rien dessus. Donc, franchement, je pense que, tout le monde a laissé faire parce que, quelque part, tout le monde y gagne. Il faut dire qu'il y avait deux raisons, quand même, qui ont fait que la communauté internationale a regardé un moment sans agir cette question. La question des Banyamulenge, vous l'avez évoqué tout de suite, camarade, c'est-à-dire, donc, des gens qui peuvent être
rwandais d'origine et qui sont à la frontière. Et puis il y a la question des Hutus, donc des FRDC qui étaient réfugiés, donc les génocidaires qui étaient réfugiés au Congo. Et puis bon, vous savez, hein, le Rwanda a été pendant longtemps l'enfant chouchou de la communauté internationale. Et puis le Rwanda est dans un pays de la RDC qui n'existe véritablement que de nom, quoi, depuis un moment. Moi je m'interroge sur les pressions qu'on peut exercer sur le Rwanda et qui pourraient aboutir à un retrait du M23, parce qu'il a été établi il y a plusieurs semaines, clairement par un rapport de l'ONU, que le Rwanda soutenait le M23. Quelques pays occidentaux, notamment scandinaves, ont cessé l'aide bilatérale qu'ils apportaient au Rwanda, États-Unis aussi. Les États-Unis aussi, et pour autant, le M23 ne s'est pas arrêté. Au contraire, ils ont été jusqu'à prendre Goma il y a quelques jours. Donc, grande interrogation sur les pressions sur le Rwanda. Kagame, faiseur de roi dans cette zone-là? Faiseur de roi, je ne sais pas, mais en tout cas, chef d'État respecté et craint. République centrafricaine, la coalition rebelle ne serait qu'à 350 km de Bangui, la capitale. Réunis d'urgence ce vendredi, les chefs d'État d'Afrique centrale recommandent l'ouverture de dialogue à Libreville au Gabon pour cerner la position de la classe politique centrafricaine. Nous allons tenter de joindre depuis Bangui M. Martin Ziguélé, ancien Premier ministre, président du MPLC. Le MPLC, c'est le mouvement pour la libération du peuple centrafricain. Monsieur Ziguélé, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pensez que les négociations, la rencontre de Libreville va servir à quelque chose? Mais si cela ne change pas quelque chose, cela signifie qu'il y aura une partition de fait de la République centrafricaine, parce qu'au moment où je vous parle, le mouvement, la coalition des mouvements rebelles occupe une portion du territoire en arc-en-ciel qui fait plus de la moitié du pays. Et donc, cela veut dire que d'autres pays est de fait divisé en deux. D'un côté, un territoire occupé par une rébellion politico-militaire et de l'autre côté, les forces loyalistes. Et dès le moment où les deux parties sont disposées à négocier, cette négociation doit aboutir. C'est un impératif, il n'y a pas d'autre choix. Monsieur Ziguélé, que pensez-vous de l'envoi par le Tchad de soldats pour soutenir le régime de François Bozizé? Oui, c'est-à-dire que sur le plan des principes, sur le plan de la force juridique, il y aurait beaucoup à redire. Mais vous savez, entre deux mots, parfois il faut choisir le moindre. Si il n'y avait pas eu cette intervention tchadienne, Dieu seul sait ce qui serait advenu aujourd'hui de Bangui et de la République africaine. Parce que lorsqu'un mouvement armé prend une ville, la capitale d'un pays, ce n'est pas forcément du fait de mouvements armés, mais il peut y avoir beaucoup d'autres forces latentes ou des forces, ou même les réactions de la population qui peuvent virer au drame et à la catastrophe humanitaire. Donc, le fait qu'il y ait cette intervention tchadienne qui n'est pas sur le plan de la légalité internationale discutable, mais sur le plan de la motivation politique et surtout des résultats humanitaires, je pense qu'il fallait stabiliser un peu les choses pour discuter. Et c'est pour ça que la discussion doit être sincère pour ne pas avoir à revivre ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire la fin des interventions intempestives étrangères dans les affaires centrafricaines. Monsieur Ziguélé, merci et bon début de semaine à Bangui. C'est moi qui vous remercie. Voilà, Martin Ziguélé, ancien Premier ministre, président du MPLC. Il y a quelques semaines, Chahana, on parlait du M23 en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est un mot par rapport à ces événements en République centrafricaine? Bon, ce n'est pas étonnant, hein, parce que quand vous voyez la République centrafricaine nous a habitués au coup d'État, aux mutineries, et puis quand il y a la mauvaise gouvernance, et quand on ne respecte pas les accords, les promesses, il faut s'attendre à une telle rébellion. Mais là aussi, vous vous plaignez. Et je me plains parce que ça ne va pas. Ça ne va pas à Centrafrique. Bozizé n'est pas un exemple de bonne gouvernance. Bozizé est venu en 2003 par les armes et il est en train de partir par les armes. Moi, je suis convaincu, comme l'a dit ce dernier, c'est-à-dire que si Bozizé ne quitte pas le pouvoir, ça va être vraiment la partition du pays. Je ne le souhaite pas, mais c'est ce qui se dessine. Est-ce que vous êtes d'accord avec Chahana Sory-Moti? Bon, être d'accord avec Chahana ou pas, vous partagez son point de vue? Je dis juste que
on décréterait 2012 année de la rébellion, personne ne crierait au scandale. Ça a commencé chez nous, au Zaïre et en Centrafrique. Mais seulement, en fait, c'est un phénomène qui n'est pas très nouveau en Afrique centrale. Ce n'est pas très nouveau. Mais au rythme où vont les choses, il y a lieu de s'inquiéter. Le Zaïre a son problème, les rebelles avancent. Si la Centrafrique se mêle, alors bonjour les dégâts. Okay. Mais dire que je partage un avis, ce n'est pas une question d'avis. J'en ai un sentiment militant engagé. Moi, j'essaie de voir. J'ai ma position de journaliste qui ne me permet pas de parler de gouvernance tout de suite, alors qu'il n'est pas question de gouvernance. Sori, tu ne peux pas nous faire la leçon. Est-ce que tu vois Non. Tu ne peux pas. Vous savez, je vois ça sur vous n'avez pas l'impression de déjà vu Zaïre, en RCA. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en Afrique, dès qu'une rébellion se crée, elle s'élève, elle commence à récupérer les terres? Il n'y a aucune force en face. C'est-à-dire qu'il faut que nos autorités se posent la question par rapport à cela. Nos armées, pourquoi est-ce qu'on est là à les affaiblir? Parce que c'est ça le terme. Comment est-ce qu'un État, il ne te donne pas les moyens d'avoir une armée qui peut défendre son territoire? C'est pas normal. C'est pas normal. En Centrafrique, il y a un problème de gouvernance, disons-le brutalement. Mais ensuite, vous parliez tout à l'heure de la RDC. Il y a quelques semaines, on a parlé du MP23, qui est arrivé jusqu'à Goma, qui allait descendre. Mais dès qu'on a menacé le parrain de la rébellion, le MP23 a reculé. Je pense que la même chose, il y a un problème de gouvernance en Centrafrique, mais les rebelles ont également des parrains. Okay. Voilà. D'accord. Voilà, on s'achemine vers la fin de l'émission, sans oublier quand même que Bozizé, il a été démocratiquement élu. Son mandat, c'est jusqu'en 2016. Il est venu comment au pouvoir? Par les armes. C'est ça, même la déliquescence des armes, en fait, c'est une question de gouvernance. Ok. C'est ça. D'accord. Ouais. Ainsi, pour enfin Sori, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais juste une mise au point. Lorsque vous dites que est-ce que je partage l'avis de Chana? Non, ça je pense que non. Ok, voilà. Ainsi pour enfin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. La une de l'actualité africaine et internationale, c'est ce oui, mais un oui sous condition. Le Conseil de sécurité de l'ONU donne son feu vert pour le déploiement d'une force internationale militaire au Mali en vue de la reconquête de l'intégrité territoriale, la reconquête du nord du pays. Mais pour beaucoup d'observateurs, cette résolution n'est pas une déclaration de guerre au mouvement rebelle islamiste. Le projet de résolution est soumis au vote. Que ceux qui l'approuvent lèvent la main. Et sans surprise, tous les doigts se sont levés au Conseil de sécurité. La mission internationale de soutien au Mali est donc autorisée à se déployer pour 1 an. Avant cela, elle devra encadrer et former l'armée malienne en lambeaux. Le Mali approuve forcément. Cette résolution est, à mon sens, l'aboutissement de plusieurs mois d'efforts et est aussi la preuve que le Mali a eu raison de faire confiance à la communauté internationale. Satisfied? Satisfait, en façade seulement, car la résolution reste floue. Aucun calendrier d'intervention n'a été divulgué, pas de précision sur le nombre de soldats qui composeront cette force, pas un mot non plus sur le financement. Une résolution de principe donc, et pas vraiment belliciste. Le Conseil de sécurité espère encore trouver une issue politique à la crise malienne. Bamako, ainsi que les groupes armés du Nord, Touareg et islamistes, ceux du moins qui acceptent d'abandonner le terrorisme, sont invités vivement à négocier de façon crédible. Voilà, Chana Takuyo, je me tourne de votre côté. Le vote de cette résolution, c'est vrai, c'est pas une surprise, mais on s'attendait peut-être pas à ce que le Conseil de sécurité, dans le même texte, dans la même résolution, essaie de manier la carotte et le bâton. Bon, depuis l'accord cadre, jusqu'à les différentes réunions de la CEDEAO, l'Union africaine, on a toujours privilégié
la solution négociée. Bon, après, lorsque l'ONU a été saisie, il y a eu une grande offensive de charme des autorités de la transition, notamment du Premier ministre démissionnaire. Et puis la France a pris quand même la tête d'une coalition au niveau du Conseil de sécurité pour permettre la résolution, pour permettre le vote d'une résolution permettant d'intervenir au nord du Mali. Malheureusement, cette résolution que les Maliens attendaient n'en est pas une. Parce que nous attendions une résolution qui permet l'emploi imminent de la force dans le nord du Mali pour buter les terroristes du territoire malien. La force, exclusivement la force. On va essayer d'avoir d'autres réactions. On va revenir vers vous, Chana, mais le temps de faire réagir déjà Sori de Moti sur le vote de cette résolution. Sori. Et moi, je crois que ce n'est pas une grosse surprise. Et au regard de ce que Romano Prodi avait dit, les élections qu'on fait rouler un peu sur le terrain, ce n'est pas une surprise. Maintenant, il faut attendre Alassane Ouattara, la CEDEAO, Alassane Ouattara qui s'empressait de demander justement la résolution de l'ONU. Qu'est-ce que Alassane Ouattara et la CEDEAO vont faire de cette résolution? Magankone. Merci Sekou. Moi, j'analyse cette résolution sous deux angles en fait. Dans la forme, vous voyez, comme Chana l'a dit, depuis l'accord cadre et tout, on pose des actes, on fait comme si on n'avance pas réellement. Mais les gens, ils veulent donner l'impression au Mali que le pays n'est pas abandonné. Or, en réalité, il y a quelque chose, on a l'impression qu'on est seuls, nous. Dans la forme, on a juste essayé de poser un acte pour que les Maliens se disent la communauté internationale est effectivement avec nous. Mais dans le fond, c'est un message fort à l'endroit du peuple malien. Ça veut dire, monsieur, allez faire votre guerre. C'est très clair. Ok. Serge Daniel, sur le vote de la résolution. On s'attendait à une résolution forte. Ouais. Mais là, on a droit à une résolution molle, si vous permettez l'expression. Et vous savez, il y a eu un lobbying qui a été fait par les Maliens à New York. Le député Assari de l'Assemblée nationale était là-bas. L'ancienne ministre chargée des Maliens de l'extérieur également. Et ils expliquent très bien qu'en fait, il a fallu avoir deux résolutions. Une résolution pour dire allez négocier avec les rebelles, enfin les rebelles fréquentables entre guillemets, et une autre résolution qui disait bon écoutez, dans l'autre cas, si ça ne va pas, on va faire la guerre. C'est une déception quelque part pour les Maliens quand vous les écoutez, mais je pense que jusque-là, la communauté internationale ne prend pas à juste hauteur ce qui se passe dans le nord du Mali. Quand vous parlez d'Ansardine, vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui à Tombouctou. Les derniers mausolées de Tombouctou sont détruits aujourd'hui par, je suis désolé, Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais également et surtout en Sardine. Mais en Sardine fait partie des forces avec lesquelles on négocie aujourd'hui. Je pense qu'il y a un décalage entre la réalité sur le terrain et cette résolution qui a été prise par les Nations Unies. Un décalage entre les attentes du peuple malien et puis la résolution. Vous ne pensez pas que ce soit une avancée, Jana? Ben, avancée, moi je ne crois pas. C'est un consensus quand même de la communauté internationale sur le Mali. Bon, vraiment, moi je pense que, comme Makan l'a dit, vraiment la communauté internationale se moque de nous. Enfin, elle ne se moque pas, mais... Si, vraiment, c'est... Serge, on ne nous aide pas. Quand tu vois même la nationalité. Il faut savoir ce qu'on veut. Au départ, c'était on ne veut pas de la communauté internationale. Maintenant, ça ne nous aide pas assez. Il faut savoir ce qu'on veut. L'Algérie qui ne veut pas de cette guerre est dans un grand ping. Avec le soutien de Romano Prodi et de Saïd Djenit, respectivement représentants du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest et au Sahel, qui ont déjà averti, comme l'avait dit tout à l'heure M. Haïdara, que même en cas d'intervention militaire, ça ne serait pas avant septembre 2013. Cette résolution est une résolution édulcorée. Ce n'est pas celle-là dont on attendait. Okay, on peut aujourd'hui, M. Tangara, laisse-moi terminer cette très rapidement. Aujourd'hui, je pense que les Maliens, on est 5 sur le plateau, Chana. Les Maliens doivent se ressaisir. Les Maliens doivent se ressaisir. Il est persuadé qu'il est dans sa salle de rédaction. Non, les Maliens doivent se ressaisir, se donner la main
et oublier la communauté internationale. D'accord. Sori Aïdara, comment comprendre ce consensus de la communauté internationale? Puisqu'au sein du Conseil de sécurité, les positions étaient divergentes. Il y avait les va-t-en-guerre conduites par la France. Et également, il y avait des pays qui avaient des positions atténuées comme les États-Unis et puis d'autres pays. Comment comprendre ce consensus? Puisque finalement, tous ont voté la résolution. Il y a eu ce consensus entre les deux groupes disparates. De toute façon. Justement, le consensus va du postulat que la communauté internationale a demandé, la négociation avec ce que Serge a dit et le truc que le MNLA, entre guillemets, il a dit quelque chose de ce genre. Bon, déjà que la communauté internationale pense qu'il faut négocier avec ces gens. Et vite, le consensus est trouvé. Maintenant, il faut relativiser. Il ne faut pas penser tout de suite que entre l'intention de faire la guerre et faire la guerre directement, je crois qu'il y a une belle différence. Maintenant, je reviens sur ma position initiale. Il faut attendre de voir ce que la CEDEAO avec Alassane Ouattara vont faire. Parce que, en fait, on le prend au mot. On prend Ouattara au mot et la CEDEAO. Ils attendent impatiemment la résolution. Elle est votée. Maintenant, attendons la CEDEAO. Makan Konaté, vous également, vous pensez, Makan connaît, puisque quand même, avant que l'ONU vote une résolution à l'unanimité, c'est pas évident. On peut quand même, sur ce point, parler vraiment d'avancer sur le Mali. C'est un consensus international autour du Mali. Oui, mais c'est la moindre des choses, ce consensus-là, puisqu'ils savaient déjà qu'ils n'allaient pas faire la guerre le lendemain de la résolution. Donc je crois que c'était pas difficile de s'entendre sur le fait qu'il n'y a pas de guerre avant l'automne 2013. Ils le savaient déjà. Au cas où, et que entre temps, on va négocier, on va discuter. Moi je suis pas contre la négociation. De toute façon, quoi qu'on dise, on va revenir parler. Même si on fait la guerre, nous faisons 10 ans de guerre. Après cette guerre, celui qui a gagné, celui qui a perdu, ils vont s'asseoir pour discuter encore. Ce que j'allais ajouter, c'est que si tu permets, c'est pas que la communauté internationale seulement qui ne saisit pas la réalité de ce qui se passe au Mali. Même je suis désolé, mais les Maliens eux-mêmes ne saisissent pas le danger dans lequel, la crise que nous traversons aujourd'hui, ça c'est la vérité. Aujourd'hui au Mali, on ne doit pas, excusez-moi, il y a des comportements qu'on ne doit plus adopter, c'est-à-dire s'amuser, faire la fête, faire des trucs. C'est pas normal. Aujourd'hui, le pays est coupé en deux. On est un pays en guerre. Il faut que les autorités d'abord donnent l'exemple. Moi, je serais, j'aurais droit j'aurais des trucs. Je demanderais à ce que les drapeaux maliens soient en berne. Carrément. Non, les gens ne vont peut-être pas moisir aussi, même dans la souffrance. Mais il faut réaliser. Je voulais ajouter qu'on a eu la chance. Il y a quand même eu une petite avancée. Encore là, il faut écouter les députés maliens qui étaient présents, qui ont fait du lobbying. Il y avait une délégation malienne très importante là-bas. Et ils expliquent, c'est-à-dire que le Mali a eu la chance qu'il y avait des pays comme le Maroc qui étaient membres non permanents du Conseil de sécurité, qui ont poussé à ce qu'il y ait cette résolution-là. Sinon, c'était ça ou rien du tout. Donc, acceptons ce qu'on a. Quand même, sur le Mali, oui. Je fais observer que quelques heures après le vote de la résolution de l'ONU, à Alger, c'est le point sur lequel nous allons même en venir. Sur le Mali, cette semaine, les regards étaient braqués non seulement sur New York avec le vote de la résolution, les regards étaient également tournés vers Alger où MNLA et Ansardine se sont engagés à cesser les hostilités. Alger également où le président français François Hollande était en visite. Il a fait une conférence de presse, une déclaration dans laquelle il est intervenu sur le Mali. Nous sommes en convergence avec le président Bouteflika. Lui et moi, nous pensons qu'il convient de faire du dialogue politique, de faire tout pour qu'une négociation puisse permettre au Mali de recouvrer son intégrité territoriale, mais uniquement avec les mouvements ou les forces qui se séparent du terrorisme, voire luttent directement contre le terrorisme. Nous sommes pour que le gouvernement malien, le président du Mali et l'armée du Mali travaillent pour permettre la réunification. Ok, nous allons voir si la résolution de l'ONU a eu un impact, a mis la pression sur MNLA et Ansardine, mais déjà sur ce discours de François Hollande, c'est pas un président va-t-en-guerre qu'on avait entendu. Ce discours, c'était 24 heures avant le vote de la résolution. Est-ce que ça peut s'expliquer? Moi, je trouve que la France a changé de position.
Parce que vraiment, ce n'était pas la position initiale de la France. La France voulait, coûte que coûte, qu'il y ait une résolution pour autoriser l'emploi de la force dans le Nord Mali et dans un bref délai. Aujourd'hui, en visite en Algérie, François Hollande parle de solutions politiques, qu'il y a convergence de vues avec Alger. C'est qu'Alger a influencé la position de la France. C'est pourquoi j'ai dit j'envers notre diplomatie. Parce que la diplomatie algérienne s'est montrée dès le départ hostile à toute intervention dans le nord du Mali. Et la diplomatie malienne, la diplomatie algérienne a travaillé, a convaincu les uns et les autres. Et aujourd'hui, cette résolution, moi j'ai dit que c'est une victoire de la diplomatie algérienne. Et la France même, qui est la tête de pont des alliés du Mali, pour une intervention rapide au nord du Mali, est en train de reculer. Vraiment, je suis désolé. Vraiment, la situation, la résolution de la crise au nord du Mali n'est pas pour demain. Aujourd'hui, plus qu'hier, notre armée nationale vraiment doit se préparer pour se défendre. Il ne faut pas attendre une force étrangère, il faut compter sur nos propres forces aujourd'hui. Ok, sauf qu'on ne peut pas parler de défaillance de la diplomatie malienne. On a vu le ministre des Affaires étrangères à l'ONU, il y a eu d'autres démarches, d'autres activités bien avant celle-là. Serge Daniel, par rapport à ce discours de François Hollande, si on avait Chana comme président, on aurait gagné la guerre au Mali déjà. Mais seulement que ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Je pense qu'effectivement la position de la France a évolué. Mais c'est ça aussi la diplomatie, c'est-à-dire qu'il y a un pays qui s'appelle le Mali, le nord du Mali, il y a une zone qui s'appelle le nord du Mali, mais qui intéresse désormais tout le monde, les Algériens, les Français, les Allemands, les Américains, et que l'Algérie tend à faire passer son point de vue, qui n'est pas forcément le meilleur. Hollande, quand il est arrivé, c'est vrai, au pouvoir, il a dit, mais avec qui vous voulez négocier ? Il n'y a pas de négociation possible dans le nord du Mali avec les terroristes. Il dit, mais avec qui vous voulez négocier? Et aujourd'hui, il cherche à négocier, il conseille une négociation avec ceux qu'il appelle des gens fréquentables et des gens non fréquentables. Mais qui est fréquentable au nord du Mali et qui ne l'est pas? Ok, Makan, sur ce point. Je vais commencer juste là où Serge coupé Serge, si je peux le dire ici. En fait, qui est fréquentable au nord du Mali, qui n'est pas fréquentable? Vous avez vu l'accord qu'ils ont d'ailleurs nié, après j'ai écouté sur votre radio que c'est pas un accord, c'est un partenariat de principe et tout. Vous avez pas sur la radio de Serge, il est journaliste et écrivain. Il a entendu que ça. D'accord. Journaliste RFI, non, c'était juste pour ne pas nommer la radio sur votre chaîne. Ne m'attaquez pas. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Vous avez vu, après eux-mêmes, c'est eux-mêmes qu'ils ont, hier, ce midi, je les entendais nier cet accord, ce qu'on appelait accord. Pour eux, c'est un partenariat de principe qui porte sur 3 points. Ces gens, permettez-moi l'expression, c'est turban bleu, bleu turban. C'est la même chose. Tout est parti de MNLA, après on a vu Ansardine, on a vu Acmi. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire aujourd'hui avec qui on peut négocier parmi ces gens. Maintenant, par rapport à l'Algérie, vous savez, l'Algérie c'est quand même un État fort. On ne peut pas aller parler de guerre connaissant la position de l'Algérie par rapport au dialogue, on ne peut pas aller parler. Maintenant, c'est à nous, en tant que Mali, de nous construire un État fort, de nous aider à avoir un État fort. Je vais revenir juste à 2 mots sur ce que j'avais dit au début. Ouais. C'est-à-dire, le message, il est clair, mon frère Sekou. Cette affaire, comme j'avais oublié de le dire, lundi, quand le Premier ministre nous a reçus, il a reçu tout le monde, hein, il a tenu des propos que j'ai beaucoup appréciés. C'est-à-dire, quoi qu'on dise, cette crise, elle est d'abord malienne. Les autres, c'est vrai, ils ne peuvent pas nous laisser comme ça, mais c'est à nous de trouver la solution, c'est à nous de nous battre, c'est à nous de trouver les moyens pour récupérer nos territoires. Ok, Sori de Mouti, le nouveau langage, le double langage de François Hollande. En fait, moi je ne dis pas que c'est un double langage de François Hollande, seulement qu'il y a une évolution dans la diplomatie française, parce que, vous voyez cette guerre-là, l'Algérie est un partenaire important de la France. La France tient beaucoup à son partenaire avec l'Algérie, et en faisant la guerre, quel risque cette guerre-là va coûter à l'État algérien? Donc je crois que c'est pour minorer les effets pervers de la guerre tout de suite qu'on demande à négocier avec les gens qui sont fréquentables pour qu'à terme, on n'envahisse pas l'Algérie. L'Algérie assure ses arrières. C'est pourquoi elle refuse, c'est l'Algérie qui refuse cette guerre-là en réalité, tout de suite. Parce qu'elle assure ses arrières. Et moi je crois que ce n'est pas se dédire, mais seulement le langage a évolué. Je fais rapidement 3 observations. C'est que la dernière déclaration d'Ansardine et du MNLA à Alger, il n'y a rien de nouveau. Ils avaient dit la même chose déjà 2 mois avant à Ouagadougou. Donc c'est un effet d'annonce. La deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport à l'Algérie. Des voix de plus en plus nombreuses se lèvent au Mali pour dire aujourd'hui que c'est l'Algérie qui est un facteur de blocage.
Hier, le député Abdou Sidibé de Gao l'a publiquement dit en disant c'est l'Algérie qui fout la pagaille chez nous, c'est l'Algérie qui empêche la résolution de la question du Nord. Et ça, c'est la première fois qu'on le dit officiellement, si vous voulez. Sinon, jusque-là, on le disait officieusement. Mais le problème de l'Algérie, c'est quoi? C'est vrai que l'Algérie, c'est une puissance régionale, militaire régionale, quoi qu'on dise. Ils ont 200 avions, ils ont des avions un peu partout. Mais le problème, c'est que quand vous n'utilisez pas les avions au sol coûtent parfois plus cher que les avions dans le ciel. Donc, on ne peut pas dire, nous sommes la puissance régionale, et continuer par dire, nous n'allons pas faire la guerre, à mon avis, aux terroristes. Ok. Chana Takiou. Oui, ce que moi je veux faire observer, c'est que depuis la rébellion de 90 jusqu'à nos jours, le Mali a toujours négocié avec les différents mouvements rebelles. Le Mali a toujours négocié. Et beaucoup de gens en voulaient au président sortant ATT parce qu'ils croyaient en le dialogue. Les vertus du dialogue, ATT croyait aux vertus du dialogue. Il a tout fait pour pouvoir obtenir un accord avec ces gens-là en vain. J'ai dit que la négociation n'empêche pas une intervention militaire. Tant que ces gens-là, on ne les frappe pas, les frapper de façon sérieuse, il n'y aura pas de solution durable dans cette zone-là. Chana, vous n'allez pas frapper parce que vous êtes journaliste. France avec la guerre des chefs à l'UMP. L'élection à la présidence de ce parti tourne au feuilleton et comme dans un conflit post-électoral en Afrique, les regards sont désormais tournés vers un dernier recours pour certifier et même proclamer les résultats définitifs. On est encore bien loin d'un déblocage. François Fillon n'a plus aucune confiance dans les instances statutaires du parti et ne se fiera qu'au seul verdict d'Alain Juppé. Rien ne vaut une forte comparaison pour que cela soit bien clair. Un parti politique, c'est pas une mafia. Un parti politique, c'est pas un endroit où on peut étouffer les affaires, refuser de dire la vérité. En milieu de journée, Alain Juppé précise les conditions de sa médiation et réclame que les représentants des deux candidats quittent la commission des recours. Le rôle de cette commission des recours est aujourd'hui un point dur entre Fillon et Copé. C'est la raison pour laquelle je propose que les membres de la Commission nationale des recours qui ont pris position pour l'un ou l'autre des deux candidats pendant la campagne électorale se déportent de cette commission. Alain Juppé donne par ailleurs jusqu'à dimanche soir pour que tous les trois se rencontrent. D'accord, répond désormais Jean-François Copé, mais hors de question que la commission soit modifiée. Pour ma part, je le redis, seul vaut le verdict qui sera rendu par la Commission nationale des recours prévu par nos statuts, dont j'ai accepté, comme François Fillon, le pensais-je, comme surtout Alain Juppé, que ce soit sous le regard attentif et impartial de la médiation Juppé, qui garantira la transparence absolue des résultats proclamés. Dernier coup de théâtre, c'est désormais Yannick Paternotte, le copéiste et président de la commission des recours, qui refuse les conditions d'Alain Juppé. Adam Cham, on a l'impression que c'est une version un peu hexagonale de la crise post-électorale Ado, Bagbo ou bien Raila Ondinga, Mwai Kibaki, même si ce n'est pas une élection présidentielle. Oui, c'est effectivement Fillon Odinga contre Jean-François Kibaki. C'est une partie, c'est vraiment surréaliste. On n'aurait pas cru cela possible en France. Non pas l'erreur ou la triche, mais que les deux protagonistes se braquent comme ça. Et surtout Jean-François Copé, parce que tout à l'heure j'ai entendu sur la radio que il n'est pas loin de jeter l'éponge lui aussi, Juppé. Et donc je pense qu'ils vont recourir à Choi. Moi, ce qui m'agace un peu, c'est quand vous dites c'est un feuilleton comme à l'africaine. Non, c'est un feuilleton à la française. Ça peut exister en France, ça exister aux États-Unis. Voilà, le problème, c'est un problème de pouvoir entre deux hommes. Okay. Voilà. Serge. Non, oui, ça, je partage cette analyse. Et là, je pense qu'il n'y a pas de solution. C'est-à-dire, Juppé, en tant que médiateur, était déjà désabusé parce que avant le début des médiations, il disait déjà, s'ils ne sont pas d'accord avec ce que je propose, je m'en lave les mains. C'est surprenant de voir à ce niveau comment les gens se cramponnent, comment chacun veut, et ça a le seul mérite de faire partir les militants. Ok. Et comment est-ce que l'ombre de Sarkozy plane toujours sur ce parti? Est-ce que c'est l'absence de Sarkozy qui... Bien sûr, lorsqu'il n'y a pas un chef incontesté, effectivement, les héritiers se querellent. Et ça, c'est propre à tous les grands partis qui viennent de perdre le pouvoir. Je vous rappelle qu'en 2008, on a connu quelque chose d'assez similaire au Parti socialiste.
Il y avait une guerre entre Ségolène Royal et Martine Aubry, on a parlé de fraude, etc. Bref, ça n'a pas été aussi loin, mais c'est propre aux grands partis qui perdent le pouvoir. Cela dit, je pense qu'il faut relativiser les comparaisons. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme, clairement. Non, mais on était loin de s'imaginer que ça pourrait intervenir en France. Mais si, je vous dis ça, il y a 3 ans, lorsqu'on publie des résultats et qu'on découvre que des résultats d'un département ont été cachés, oui, mais ça c'est la magouille, ça. Sauf que les deux partis disent que c'est un pur oubli. Ah ouais, il faut pas oublier ce genre de trucs. Par contre, il y a eu magouille, sans doute, au niveau des bourrages des urnes, etc. Et vous vous rappelez de la Floride en 2000 aux États-Unis. Oui. Donc, faut pas croire que c'est qu'en France. La différence entre la Floride et le truc, c'est vrai que c'était des élections d'État aux États-Unis. Oui, et donc c'est plus mais Al Gore a accepté le verdict. Il a accepté le verdict et pour l'instant, en France, aucun des protagonistes ne semble prêt à accepter l'arbitrage. La morale Fillon a été loin en disant, même si je gagne, même si on m'attribue les voix que j'estime, je ne prends pas la présidence du parti parce que c'est pas avec 26 voix de différence. Justement, il y a des départs, des défections, ça et là. Est-ce que le parti pourrait se relever de ces soubresauts-là? Ça va être difficile, oui, ça va être difficile parce que, je pense que, en fait, il y a beaucoup de charognards qui sont là, qui guettent. Surtout que, franchement, c'était devenu un mouvement assez hétéroclite, avec des convictions disparates, et puis... Vous savez, moi je pense que c'est une question de leadership. Dans tous les partis, il y a des tiraillements, etc. Mais il y a un enjeu, c'est la conquête du pouvoir. Et cette prochaine conquête, c'est 2017. Et je peux vous dire que d'ici là, ils seront prêts. Ils seront prêts parce qu'ils vont se mettre d'accord. Et une fois qu'ils auront un leadership assumé, ils vont repartir à la conquête des militants, élargir leur audience, etc. pour être prêts à affronter François Hollande. C'est justement ça l'enjeu. La raison pour laquelle il y a autant de difficultés entre les deux, c'est que celui qui sera élu, probablement, sera le candidat de l'UMP face à Hollande en 2017. En tout cas, il y a eu un précédent. Et il y a eu un précédent, c'est au Parti Socialiste. Il y avait eu des élections bananières là-bas aussi, mais le parti s'est rassemblé et puis il a gagné l'élection. Donc c'est fort possible. Encore que cette fois-ci, ils sont quand même en train d'aller beaucoup plus loin que... Parce qu'il y a beaucoup de pas de mafia, c'est quand même aller trop loin. Oui, c'est dit que les gens ont tenu des propos qui font que il y a des réconciliations qui vont être difficiles, il y a des ressentiments qui restent, et puis franchement, je pense qu'on n'a pas fini avec les démissions.